Okay. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc moi je vais vous parler aussi de Kotlin multiplateforme, mais je vais plutôt mettre l'accent sur les UI et sur les UI natifs et sur un moyen de les utiliser, d'utiliser Kotlin multiplateforme de manière beaucoup plus moderne. Je me présente, donc je suis Alexandre Delatte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille à Monkey Patch. Donc Monkey Patch, on est une équipe de passionnés autour du mobile, du back-end, du big data, de la data science. Et moi personnellement, voilà, ce qui me passionne, ce qui m'a toujours passionné, c'est le mobile, le back-end et aussi un petit peu toucher à tout. Donc un tout petit peu le background, c'est pour vous montrer en fait premières expériences que j'ai eues sur le mobile, et c'est intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu puisque j'ai commencé à faire l'Android en 2010. C'était mon projet de fin d'études et c'est du Android, voire même 1.5. Donc il n'y avait pas d'action bar, il n'y avait pas de fragments, il y avait une fragmentation assez folle entre les différents. Et bon, voilà, c'était vraiment intéressant. iOS, j'y ai touché vraiment quelques années plus tard, quand j'étais à Kiss My Shoe, une startup. Et donc j'avais fait le back-end, j'avais fait l'application Android, et maintenant voilà, il fallait faire l'application iOS. Et du coup, je me suis monté les manches, j'ai installé Xcode, j'ai fait du Swift, Objective-C, ça piquait un peu. Et puis au final, voilà, Swift, c'est un langage qui est très très proche de Kotlin. Il est très appréciable à sa manière. Il a pas mal de différences. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à faire de l'iOS. Et c'est aussi une période où j'ai vu vraiment l'intérêt pratique de la programmation fonctionnelle et réactive. Que ce n'était pas simplement quelque chose que j'avais vu en école, qui était réservé à des académiciens, mais que ça allait être quelque chose qui pouvait changer vraiment mon quotidien et la manière d'écrire des applications. Fast forward, en 2019, donc, avec Emmanuel, on a écrit Confetti. Donc c'était pour se faire la main voilà, sur Kotlin multiplateforme. Donc c'est l'app qui a été utilisée pour le DevFest cette année et qui le sera, je l'espère aussi également en 2020. Et enfin, c'est cette année où on a la chance de faire des premiers projets multiplateformes qui vont être production ready avec un vrai client. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer pourquoi utiliser des UI déclaratifs et réactifs, ça va être vraiment l'avenir par rapport à ce qu'on a actuellement sur les plateformes natives. Et ensuite, pourquoi avec Kotlin multiplateforme et l'approche Flow, on va pouvoir utiliser du code métier réactif qui va être robuste et qu'on va tester et débugger qu'une seule fois. Et enfin, objectif bonus, on verra pourquoi Flutter est toujours un petit peu à la traîne sur iOS. Et ça, c'est du bonus et du troll gratuit. Alors, maintenant qu'on a mis une bonne ambiance, moi, ce que j'aime, c'est créer une app. C'est partir d'une idée et dire, allez, maintenant, je fais cette app. Pour se faire la main, donc du coup, je trouve que c'est vachement intéressant d'exposer l'API, d'utiliser une API qui est fournie par la NSA, qui s'appelle Hubble Space, et qui en fait c'est une API qui simplement référence toutes les photos, tous les articles qui ont été prises par le télescope et Hubble. Et l'idée c'est de faire une petite app sympa où je vais pouvoir browser les photos, je vais pouvoir filtrer interactivement mes résultats et voir l'image en plein écran. Tout ceci implémenté de manière réactive et assez fonctionnelle. Donc, on verra côté iOS SwiftUI et côté Android Jetpack Compose. Donc, le plan d'attaque, dans un premier temps, je vais vous montrer le contexte dans lequel sont nés ces frameworks déclaratifs, pourquoi est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui et pourquoi c'est une bonne chose qu'ils arrivent aujourd'hui. On verra les principes généraux des Reactive UI. Donc, malheureusement, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer dans les détails de SwiftUI, Jetpack Compose. L'idée de base est foncièrement la même. Par contre, dans les détails techniques, il y a quand même pas mal de choses différentes. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas creuser. On restera un petit peu en surface. Mais il y aura du live code et vous pourrez poser des questions et on verra ce que ça donne sur un cas réel. Enfin, on verra Flow, on fera un petit peu de rappel de ce que sont des streams réactifs, on verra quelques opérateurs de base, on verra ce que ça apporte réellement par rapport à du RX. Et enfin, on fera le live code, on verra là. Alors pourquoi ces UI déclaratives? J'ai envie de dire, en 10 ans, le monde du mobile a vraiment changé. Et voilà, il y a quelques années, voilà, le natif, c'était vraiment roi, il n'y avait pas trop d'autres manières. On pouvait faire des POC dans des choses comme Ionic ou du Corvova. Aujourd'hui, il y a vraiment une concurrence qui est réellement intéressante.
Et franchement, voilà, j'ai trollé Flutter tout à l'heure, mais moi je suis assez bluffé avec la capacité qu'on a de prototyper des choses avec Flutter. Je ne connais pas spécialement React Native, mais je pense que voilà, en termes de productivité, en termes de simplicité de la base de code, il y a un énorme gain. Et je pense qu'une des raisons, notamment au niveau de l'UI, c'est parce que ces développeurs-là, finalement, passent leur temps plus à déclarer ce que doit être l'UI, à déclarer ce qu'ils veulent, et pas à implémenter des petits détails pour se battre avec le framework ou connaître des petits détails historiques. Et il y a vraiment donc ce gain de productivité, et si nous on ne réagit pas, si le développement mobile ne réagit pas, finalement on sera de moins en moins pertinent pour répondre aux problématiques des applications de demain. Alors, voyons voir ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a juste avant ces frameworks. Si on regarde côté iOS, la manière de créer des applications, ça remonte à UIKit. Et UIKit, la première version, elle date de 2008. Et les principes de base, ça remonte même à Cocoa Touch, Next Step, et les développements remontent à 2001. Côté Android, on a à peu près la même timeline. Android 1.0, c'est du 2008, et si on regarde l'historique, les premiers développements ont été commencés à 2003. Tout ça pour vous dire que le mindset dans lequel on a développé ces frameworks, ces librairies, c'était le mindset de l'époque. Et il était vraiment plus orienté objet, orienté design pattern classique. Et notamment, une manière classique de faire ces widgets, alors ça dépasse le scope du mobile, si on regarde ce qui est fait sur Qt, sur WX, sur la plupart de tous les widgets, des librairies de widgets de cette époque, c'est des classes avec la hiérarchie. Et un fait qui fait un peu peur, c'est si on regarde la classe view.java en fait, d'Android Widget sur AOSP, il y a plus de 30 000 lignes de code. Pour quelque chose qui est censé finalement être une base et ne rien faire. Pourquoi? Parce que c'est la notion d'héritage et la notion d'arbre d'héritage. Et si on regarde, donc c'est un petit peu petit, on tombe sur des choses un petit peu bizarres, comme button qui hérite de TextView. Donc ça peut sembler logique, un bouton c'est la plupart du texte, mais on sait très bien qu'un bouton ça peut être aussi simplement une image ou un ensemble d'images. Et donc, parce qu'on est limité en flexibilité en termes d'héritage, on a dû faire ce choix de design un peu bancal, de dire que la classe button, finalement, elle hérite de TextView. Tout ça pour pouvoir réutiliser du code d'affichage de texte. On regarde maintenant ce qui se passe, le retour de l'industrie sur une décennie, et il y a une maxime que j'adore. Et si je vous l'ai dit, vous ne me ferez pas confiance, mais si Yoda le dit, lui, vous pouvez lui faire confiance, il est sage, il sait ce qu'il dit. Il faut préférer la composition sur l'héritage. Et c'est exactement ce que se sont dit les ingénieurs d'Apple et les ingénieurs de Google lorsqu'ils ont fait respectivement SwiftUI et Jetpack Compose. Aujourd'hui, côté iOS, sous réserve on cible iOS 13, donc la dernière version, on peut faire du SwiftUI. C'est production ready. Côté Google, c'est beaucoup plus alpha, beaucoup plus embryonnaire. On a une preview, on peut faire du Jetpack Compose Alpha. Par contre, c'est vraiment trop alpha pour pouvoir faire de la production avec. Néanmoins, les principes de base sont intéressants et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Enfin, dans ce contexte-là, donc de ce qui s'est passé dans la décennie, je pense que tout ce qui est RX, pour moi, c'est devenu un standard de l'industrie. Tout le monde n'utilise pas, mais de mon expérience, de la plupart des projets mobiles sur lesquels j'ai pu travailler, on trouve souvent du RX Java et du RX Swift. J'ai aussi l'occasion de travailler sur des projets back-end, et là, avec Spring Boot, Webflux, Reactor, on trouve aussi l'utilisation de ces librairies réactives. Apple l'adopte avec Combine. Kotlin, maintenant, l'approche avec Flow, d'une manière qui est assez unique. Il va s'interopérer beaucoup mieux avec le coroutine, et je pense que l'avenir, pour moi, il est là. Donc tout ça pour vous dire, voilà, on pouvait se dire il y a quelques années, RX, c'est un truc de fonctionnal, maintenant il y a les coroutines, on va oublier, je ne suis pas tout à fait d'accord, les coroutines ont leur place, mais tout ce qui va être réactif, dans certains cas, apporte vraiment de la hauteur de niveau pour la facilité à raisonner sur le code.
Attention par contre à la complexité. Voilà. Ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec moi savent qu'en RX, on peut faire plein de choses et on peut vite faire des flux auxquels personne ne comprend. Et si on le met vraiment trop de bout en bout, la courbe d'apprentissage est telle que si voilà, il y a un développeur junior qui rentre sur un projet, ben, ça peut être très compliqué. Donc ne faites pas des usines à gaz en RX. RX, ça peut vous permettre d'exprimer un pipeline, un data flow de données. Si quand vous lisez votre circuit, vous comprenez le data flow, c'est que vous avez bien utilisé RX. Si vous vous battez avec des opérateurs pour essayer de faire ça, c'est que ce n'est pas forcément le bon niveau d'abstraction. Et Flow, avec la dualité et les coroutines, va vous permettre de choisir soit d'être en mode haut niveau, orienté pipeline déclaratif, soit quelque chose de bas niveau, plutôt orienté impératif, passage de messages, et vous pouvez choisir en fonction du problème de passer de l'un à l'autre et de vous interopérer de l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est UI Reactive? On regarde ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est un bon vieux MVC, tel qu'il est fait à peu près. Il y a des variantes dans côté iOS ou Android. On a de notre côté notre modèle, on a nos use cases, nos services métiers, nos repositories, nos modèles domaines, etc. On a de l'autre côté notre view. Donc c'est soit un arbre de 8 views, ou des sous-classes d'Android Widget View, peu importe. Et sur une plateforme comme une autre, on a grosso modo du XML pour décrire comment est l'arbre de la vue, comment est construit initialement. Alors sur iOS, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a du storyboard et qu'on manipule pas le XML directement, mais le principe reste le même. Donc en gros, je charge mon XML, j'obtiens un arbre de vue, et j'ai un contrôleur au milieu qui essaie de faire le pont entre les deux. Et ce qui est un peu dérangeant dans cette approche, si on la regarde, c'est qu'on a deux sources de vérité. Votre view, vos views, elles ont des propriétés, elles ont le texte qui est affiché, leur couleur, etc. D'un autre côté, vos modèles métiers vont avoir aussi leur propre source de vérité. Et en fait, le contrôleur, ce qu'on fait, c'est qu'on se bat entre ces deux sources pour les faire coordonner, faire en sorte qu'il n'y ait pas de désynchronisation. Et ça, on peut se dire, ok, ça marche, on fait comme ça depuis une décennie. Mais franchement, on peut mieux faire, et aujourd'hui, avec les UI déclaratives, on va pouvoir le faire. Donc certains vont tiquer en disant, MVC c'est mort, maintenant on fait du MVVM, on fait du modèle view présenteur. Certes, ça va permettre de systématiser, grâce au binding, le fait que ma source de vérité du modèle va être bindée sur le view. Mais ça ne change pas intrinsèquement le fait qu'il y a deux sources de vérité, et que si le binding est mauvais, in fine, on pourrait avoir des décalages. Si en plus on rajoute de la concurrence, de la synchronise dessus, c'est encore beaucoup plus facile de se faire avoir. La solution, c'est de voir la vue comme une donnée dérivée de sources de vérité uniques, qui sont celles que je possède dans mon view modèle ou dans mes modèles en fait. La vue n'a pas d'état, je la construis à partir, telle qu'elle doit être, à partir de l'état actuel de mon modèle. Et par construction, elle ne veut pas différencier, être différente, être hors phase de ma vue. Plus précisément, il y a un certain nombre d'états que je ne vais pas pouvoir, que je n'ai pas forcément envie d'avoir dans mes view modèles ou des modèles, parce que là, je veux des choses plus métiers. Je prends l'exemple, l'opacité d'un composant, ou le fait que tel dialogue soit affiché ou non, ce n'est pas forcément des choses que je voudrais toujours avoir dans mon view modèle. Donc, je vais pouvoir quand même donner un état à la vue. Mais la différence, c'est que cet état-là, je ne vais pas pouvoir venir le setter a priori. Je ne vais pas pouvoir prendre venir le view modèle et changer l'opacité si mon opacité est gérée par la vue elle-même. Donc, soit la vue possède son état et c'est elle qui le gère, soit la vue ne possède pas d'état et elle est juste une fonction d'un état qui est défini ailleurs. Petit exemple en pseudocode, donc c'est du pseudo Android, ça ressemble à tout ce qu'on a tous fait plus ou moins. J'ai un create, je charge ma vue d'une description d'un layout XML, d'un storyboard, peu importe. Pour aller voir comment elle est dans quel état initialisé, il faudrait que j'aille voir dans le XML. Donc je vais être un peu défensif, je vais dire mon loader, je le mets visible parce que vu que je viens de créer, je vais certainement charger ma data. Ma liste de data, je vais la mettre visible à false. Je vais lancer une observation et je vais appeler une méthode update. Et dans le update, je vais faire
le différentiel. Donc je sais que dans create, mon loader était affiché, donc maintenant il faut que je le passe à false. Donc là, l'exemple est relativement simple, mais si vous avez plus de cas, plus de transitions, ça vous fait un point mental d'appliquer ça. Donc c'est les choses qu'on fait, on arrive, mais c'est souvent source de petits bugs et source de... Et quand on lit ce code, quand je lis la méthode update, j'ai du mal à comprendre la globalité en fait de cette UI. Et en plus, pour comprendre le layout, je suis obligé non pas d'aller dans le code, mais d'aller regarder quelque part dans du XML. Avec Compose, en pseudocode, ça va ressembler beaucoup plus à ça. Je décris une fonction qui prend un état, le viewModel, et dans cet état-là du viewModel, je construis toute ma vue. À savoir, voilà, si j'ai une data, j'affiche un sous-composant DataList, sinon j'affiche un sous-composant Progress Indicator. Et donc, je n'ai pas manuellement à faire de différentiel. Je dis juste les choses telles qu'elles sont maintenant. Comment est-ce que ça doit s'afficher maintenant? Côté SwiftUI, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Donc, il y a quelques légères différences syntaxiques. Notamment, on va utiliser des structs plutôt que des fonctions, ce qui va nous permettre d'avoir des attributs et des états. Et donc, une manière de dire que chaque fois que mon viewModel change, je rafraîchis ma vue, j'invalide ma vue, je vais mettre un @observeObject. Et là, c'est pareil, j'ai une propriété body et j'ai la même logique. Je dis, dans mon état actuel du viewModel, voici ce que doit être ma vue. Et le principe, en fait, est simple. Et ça, c'est une citation que j'ai trouvée vraiment intéressante d'Adam Perry. Il parle ni de SwiftUI, ni de Compose, il parle d'un framework fait pour Rust. Et je trouve qu'un meilleur résumé de ce que sont les UI déclaratifs, c'est décrire l'état de la vue, maintenant, quel que soit l'instant donné. Donc, comment ça a marché? On va reconstruire tout l'arbre de vue. Chaque fois qu'il y aura un changement de source de vérité, donc qui peut être soit celui de mon viewModel ou d'un objet externe, soit d'un état interne de la vue, je reconstruis un arbre. Et là, on peut se dire, nous qui avons fait du développement, construire des vues, on ne le recommande pas, faire de l'inflation et compagnie. Donc, est-ce que c'est coûteux de faire ça? En fait, non, parce que ce qu'on construit, ce n'est pas des vues au sens classique. Ce n'est pas des widgets qui ont des propriétés graphiques, qui vont maintenir en cage des textures, etc. C'est juste un arbre qui va être une description légère de cette vue. Et cet arbre-là, il va venir être interprété par un runtime pour faire vraiment le rendu réel, utiliser éventuellement des widgets réels. Côté allocation, on peut se poser la question, on va allouer plein d'objets. Donc côté Swift, c'est pas un souci parce que c'est des structs. Les structs sont des value types qui peuvent être alloués sur la stack. Donc c'est très très cheap de les allouer et les désallouer. Côté Compose, il y a une astuce, c'est qu'en fait, on ne génère pas d'arbre dans Compose. Les fonctions Compose sont entre guillemets des effets de bord. Et du coup, on vient faire des side effects sur un compositeur. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette allocation d'arbres temporaire. On peut plus facilement l'optimiser et donc éviter la pression sur la GC grâce à cela. Mais si on cligne des yeux, grosso modo, ce qu'on construit en Compose, c'est des arbres. Et du coup, on a les mêmes bénéfices que des cryptes. Enfin, avec SwiftUI notamment, on va pouvoir gérer facilement des animations, puisqu'on ne va pas les gérer impérativement, on va juste donner des états finaux. Dans un état A, ma vue, elle a une opacité 0. Dans un état B, elle a une opacité 1. Et bien c'est SwiftUI qui va faire une animation douce entre mes deux valeurs d'arbre de vue. Quels sont les bénéfices? Donc, le fait d'avoir une seule source de vérité pour chaque data, pour moi, c'est quand même moins de bugs. Un code qui est beaucoup plus simple à écrire, à lire. Il est beaucoup plus expressif sur ce que doit être la vue. Enfin, en termes de description, il n'y a pas à regarder à deux endroits. Je ne regarde pas le code d'un côté, le XML de l'autre. Donc, tout est du code. Et ça ouvre énormément de possibilités en termes de preview, en termes de design, en termes de customisation. Puisque tous les patterns que vous pouvez faire en fonctionnel, comme les fonctions d'ordre supérieur, ben vous allez pouvoir les retrouver avec vos fonctions Compose ou vos structs Swift. Enfin, d'expérience, extraire un composant sur iOS ou sur Android, c'est faisable, mais on ne le fait pas tant que ça parce que ça demande de l'organisation. Si je prends l'exemple d'Android, ben, il faut externaliser du XML, il faut faire notre classe qui hérite d'un view layout, alors quel view layout on choisit, il faut inflater le truc, donc on ne fait pas tant de composants réutilisables que ça, on le fait que quand il y a vraiment besoin, on veut le partager, on veut faire de la marque blanche, ce genre de cas.
Or là, ça devient trivial de faire des composants. C'est juste un refacto, c'est un extract function, et là j'ai mon composant. Donc je peux les réutiliser, je peux les refactorer, je peux faire des composants d'ordre supérieur. Toute la puissance du fonctionnel, je l'ai grâce à ces vues. Et enfin, il y a le cas du bouton qui hérite TextView. On va avoir une approche, puisqu'on va pouvoir composer des comportements, on va pas pouvoir décomposer, on va pouvoir découpler, par exemple pour un bouton, l'aspect je suis cliquable, de l'aspect je suis un texte. Donc par composition, je peux faire un bouton qui est une nuage ou un bouton qui est un texte, ce que je ne pouvais pas faire difficilement avec des hiérarchies d'héritage classiques. Et enfin les previews, voilà, je vous montrerai rapidement après dans l'IDE, c'est vraiment génial. On peut prendre, donc, tester nos composants, tester notre écran entier, mettre des logs de data et voir ce que ça donne, tester des cas aux limites de layout, c'est beaucoup plus simple à tester qu'avec des systèmes classiques. Kotlin multiplateforme, je passe en accéléré puisqu'on a eu un excellent talk juste auparavant. Donc Kotlin, c'est un langage qui est lisible, réutilisable, interopérable, sûreté et l'IDE Rocks. Moi, j'ai surtout parlé du Kotlin JVM native côté back. Il y a aussi Kotlin JS, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais bien entendu, ça existe. Et vous avez vu les nombreuses plateformes qu'on peut cibler avec Kotlin native. Là, je me suis focalisé sur l'iOS. Là aussi, on l'a bien vu, on a un projet Gradle avec plusieurs sourcets. On met le code commun dans le common main. On peut mettre des choses spécifiques dans iOS main et compagnie. Voilà. J'avais prévu ces slides, je n'avais pas vu les vôtres. C'est un peu redondant, donc je passe rapidement. Là, l'exemple que j'ai pris, voilà, c'est j'ai besoin d'obtenir une date, un temps courant, donc je l'expecte dans mon common main, et puis j'ai donné les implémentations spécifiques avec les actuelles dans mes deux, donc sur Android et sur iOS. Alors, un petit mot sur les coroutines. Donc, pour les flows, il faut que je parle très légèrement de coroutines. Donc les coroutines sont des threads légers. Qui, dans sa vie de développeur, a déjà lancé un thread? Bon, félicitations, vous êtes tous des experts en coroutines. Parce que, non, je plaisante. Si vous savez faire des threads, grosso modo, vous allez très facilement faire des coroutines, puisque c'est le même principe. J'ai un fil de code qui s'exécute en parallèle d'autres fils de code. Bien entendu, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, on va en parler. Gros avantage, et là c'est peut-être plus côté back-end que sa carte à jouer que côté mobile, c'est qu'on va pouvoir scheduler un très grand nombre de coroutines avec un faible nombre de threads. Et ça, si on veut faire par exemple la scalabilité côté back-end, c'est super important. C'est un vaste sujet, on aura l'occasion d'en discuter ultérieurement. Enfin, ce que ça va apporter de plus par rapport aux threads, voilà, c'est la notion de concurrence structurée. Donc les threads, c'est quelque chose de global. Je lance plusieurs threads, j'ai pas d'API pour les annuler, et puis tous les threads sont égaux, moyennant l'histoire de priorité. Avec les coroutines, je peux quand même faire un peu une hiérarchie. Je vais lancer une coroutine qui sera chargée de télécharger 10 fichiers. Éventuellement, ma coroutine lancera 10 sous-coroutines. Si j'annule la coroutine mère, ça va annuler les 10 files. Donc il y a une notion de hiérarchie en plus. Mais par rapport aux threads, ça ne va pas forcément chercher beaucoup plus. Et enfin, il y a eu une phase, et je viens de dire ça, où lorsque les coroutines sont sorties, on a eu une vague de blogs où Eric Java is dead, on va tout refaire en coroutine. Je vous montre comment je réécris mon application jouée avec des coroutines. Certes, si ce que vous faites c'est du MVP, si votre view model il se contente de faire un appel, de setter impérativement votre vue, faites des coroutines, vous n'entendez pas à faire du RX. Si par contre vous avez des sources, des choses un petit peu plus réactives, comme on l'a vu sur le filtrage ou le filtre change, éventuellement pour avoir de l'infinite scroll, etc., vous avez des sources de données dynamiques et vous les combinez de manière déclarative, là c'est intéressant de faire du reactive et c'est là où c'est intéressant de faire du flow. Et enfin, grâce aux coroutines, on va pouvoir simplifier énormément des choses comme l'implémentation du réactif des acteurs. Donc c'est vraiment une fondation solide et je pense que c'est vraiment un atout de Kotlin pour l'avenir. Si vous voulez en savoir plus, on organise un Monkey Tech Day le 13 mars. Ça sera Quasar. Donc Quasar, c'est une implémentation des coroutines côté Java. Moi, j'organiserai la partie Kotlin coroutine, donc on aura le temps d'entrer dans les détails de cette concurrence structurée et éventuellement aussi de voir du flow. Donc un flow, qui n'a jamais fait de RX dans la salle, plutôt.
Donc très rapidement, un flow, voilà, c'est une séquence de valeurs asynchrones de type T. Donc j'ai du temps et j'ai des valeurs qui évoluent. Donc Flow, c'est une API qui était introduite en expérimental, mais le cœur des API, elle, ne l'est plus. Donc c'est seulement les opérateurs, quelques opérateurs dont le nom ou les fonctionnalités vont être raffinées. Et ce qui est important, c'est que Flow supporte la backpressure. On peut se poser la question, voilà, sur Kotlin, on avait des channels, on avait des coroutines, pourquoi s'embêter à refaire du RX? Ben parce que les channels, ce sont des flux chauds, et si on a besoin de faire du traitement avec la backpressure, ben on ne pouvait pas tout simplement, difficilement le faire avec ça. On n'avait pas de notion de représentation des flux froids. Donc la backpressure, un petit rappel, c'est vous avez un producteur de données qui est très rapide, et vous envoyez ça dans un pipeline, et dans le pipeline, il y a un consommateur qui est lent. Du coup, si vous le faites en asynchrone de manière naïve, si votre producteur continue à bourriner, à produire, et que votre consommateur n'arrive pas, vous bufferisez, et vous faites des out-of-memory errors. Donc la backpressure, c'est de dire, le producteur arrête de travailler, arrête de produire, tant qu'il n'a pas reçu un signal comme quoi il pouvait continuer. Donc Flow n'implémente pas les reactive streams, par contre il y a une librairie de binding à côté, et c'est très simple de passer de l'un à l'autre. Donc pour consommer un Flow, la différence en fait par rapport à du RX, là où dans RX on ferait du observable.create, dans un Flow, on va lancer une coroutine. Alors pour créer un Flow, on va lancer une coroutine et c'est notre coroutine qui va venir émettre dedans. Et pour le collecter, on lance une deuxième coroutine, elle fait un opérateur terminal que le collecte, et puis cette coroutine-là est bloquée. C'est pas pratique avec une seule main. Je vais parler à voix haute, vous m'entendez aussi bien comme ça. Hop. Alors. Donc là, j'ai mon flow d'exemple. Donc je crée le constructeur flow, et à l'intérieur, j'ai une coroutine dans laquelle j'ai une fonction init. Et là, je vais pouvoir écrire tout le code impératif que je veux. Ce que je voulais faire, c'est un flow qui émet tous les 500 millisecondes une valeur et qui l'incrémente. Donc c'est un peu le flux ou l'observable intervalle qu'on va retrouver. Et là, le réimplémenter, c'est super simple. Le pair coding, c'est compliqué, il faudrait éventuellement le casque, ouais. Et donc, je vais le lancer. Hop. Et je vais avoir mes résultats. Donc, ce qui est affiché, c'est mes temps d'exécution. Et ça peut vous paraître un peu louche, c'est exactement, parfaitement 0 millisecondes, 500 millisecondes, 1000 millis. Alors, j'ai utilisé pour ce test, en fait, pour cette démo, du test virtuel, un scheduler virtuel. Donc quand je fais des delays, ça ne fait pas réellement avancer le temps, ça fait juste avancer ma simulation. Donc ça me permet de voir, de tester les comportements. Hop. Du coup, un truc qui est super important avec les flows, c'est que les flows sont des flux froids. Donc un flux froid, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir le collecter plusieurs fois et que chaque collection va avoir un effet de bord unique. Une image que j'aime bien prendre pour expliquer le réactif, c'est qu'un flow, finalement, c'est une recette. Cette recette-là, vous pouvez la transformer avec des opérateurs, des maps, filters qu'on va voir. Ce que vous obtiendrez, c'est une nouvelle recette. Tant que vous ne l'aurez pas exécutée, lancez la recette, vous n'aurez rien. Et donc, c'est en collectant qu'on va l'exécuter. Et c'est là où je me suis dit, c'est génial, finalement, je ne vais pas vous parler du tout de Reactive UI, ce que j'ai envie de vous parler, là, c'est de monade, puisque finalement, Kotlin Flow est une monade. Et bon, j'ai écouté ma voix intérieure et finalement, on va parler des UI réactifs. Quelques opérateurs de base, donc le map, le filter, jusque-là, rien de bien. On va regarder ça. Du coup, la seule chose qui est vraiment intéressante, enfin une chose qui est vraiment intéressante et qu'on retrouve globalement dans toutes les API Flow comparées aux API RX,
c'est si je regarde ce que je peux passer dans mes maps et des filters, c'est pas simplement des fonctions pures, mais je peux passer de l'asynchronisme. En RX, si je voudrais faire ça, je ne pourrais pas utiliser map, je serais obligé d'utiliser un flat map pour pouvoir passer un flow ou un mono à l'intérieur, un flux ou un monolithe. Donc là, la particularité de tous les opérateurs, c'est qu'il y en a un peu moins que dans RX, mais par contre, tous les opérateurs acceptent une lambda asynchrone. Donc ça ouvre des possibilités, ça permet de faire des effets de bord, d'appeler .flow ou de mettre des délais dans ces lambdas-là. Le zip, le combine latest, qui est super important. Je trouve vraiment c'est un des opérateurs, je ne sais pas si vous avez au niveau du UI déjà eu à l'utiliser. Il correspond à pas mal de use cases. Vous faites un formulaire, vous faites quelque chose où il y a des entrées qui bougent, éventuellement votre source de données bouge, et bien vous voulez avec toutes ces dernières valeurs affichées, les combiner pour faire afficher quelque chose à l'utilisateur, et bien cet opérateur combine est parfait pour ça. Donc, petit exemple, donc je crée un number flow, donc c'est un flow qui va émettre les entiers de 0 à 3 séparés de 100 millisecondes. J'ai un deuxième flow qui va émettre des lettres de A à D avec un délai de 50 millisecondes. Hop. Et donc ce que je vais obtenir, c'est systématiquement en receive la dernière combinaison de ces deux flows. Alors, petite histoire sur les opérateurs custom. Il y a un opérateur que je trouve vraiment pratique, c'est le flatmap sequential. Malheureusement, il n'existait pas dans la version de flow que j'ai utilisée. Peu importe les détails. Donc, c'était roll your own. J'ai essayé de faire quelque chose avec des channels. Donc, c'est deux channels imbriqués. L'important, c'est pas de comprendre le détail de ce code. Pour le comprendre, voilà, il faut pratiquer un petit peu les channels, les coroutines, la concurrence structurée. L'important, c'est de dire que cet opérateur, j'ai pu à peu près l'implémenter avec 30 lignes de code. Il y a un TU avec du temps simulé, ça fait le job. Si on regarde la version qui est sur Reactor, de l'opérateur qui fait la même chose, c'est 600 lignes de code pour faire à peu près la même chose. Pourquoi c'est aussi complexe? Parce que c'est extrêmement complexe de gérer le protocole de back pressure de Reactive Stream en étant lock-free, donc pas exil synchronize, donc on utilise uniquement des atomiques, en étant hautement performant. Alors que grâce à Flow et le fait qu'on utilise déjà les coroutines, on a déjà des notions de channel, on a déjà ce genre de mécanismes bas niveau qui sont implémentés pour nous. Quand on fait des coroutines, ben, quelque part, le compilateur écrit des machines à état pour nous. Donc tout ça, c'est fait pour nous. Alors que là, ben, on gère la concurrence nous-mêmes, on gère cette notion de channel nous-mêmes, on fait la machine à état nous-mêmes, et la complexité, voilà. Moi, personnellement, ce code-là, je serais incapable de maintenir. Je pense qu'à moins de s'appeler David Carnock, c'est assez compliqué d'arriver à faire ce code-là, qui soit à la fois correct et performant. Donc pour moi, c'est un énorme atout d'avoir ça sur les flows. Il n'y a pas beaucoup d'opérateurs, mais quand on voit à quel point c'est facile d'en rajouter, eh ben, c'est pas compliqué de voir que ça a vite rattrapé RX. Enfin, l'app, un petit mot sur l'architecture. Bon, elle est assez classique, assez orientée clean architecture. Donc là, c'est pareil, on a une librairie de cœur partagée avec donc nos view modèles, nos use cases, nos modèles, les repositories et compagnie. Donc, côté appel HTTP, on va utiliser Tator, qui est super pratique pour ça, qui s'interrope avec les coroutines. Pour notre partie use case, alors moi j'aime bien tout ce qui est architecture hexagonale ou clean, j'aime bien parce que ça me permet d'exprimer le métier sans me soucier de l'abstraction. Aujourd'hui, le métier de mon app, c'est quoi? C'est l'utilisateur va accéder à une liste de photos, il va pouvoir le filtrer. Et je veux que quand je lise mon use case, eh ben, je lise exactement ça, comme je vous l'ai expliqué, sans rentrer dans les détails de il y a une API HTTP, je passe tel header et compagnie. Et pour cette couche-là, use case, je trouve que Flow est super approprié, parce que voilà, les use cases, on les appelle les interactors, c'est là où on vient interagir, combiner des sources de données. Dans le view model, malheureusement, on ne peut pas utiliser les flows actuellement, et même fondamentalement, on ne pourra jamais réellement le faire directement. Parce qu'un flow, comme on l'a vu, c'est quelque chose de froid.
c'est une recette. Or, dans un view model, et notamment lorsqu'on va utiliser SwiftUI Compose, on a besoin de dire quand même à cet instant T, quelle est la valeur. Donc le workaround, si on a réutilisé d'un projet passé un portage de live data, live data. Donc il y a un binding qui est fait entre le view model et le use case pour donner un état, concrétiser le flow sur une live data. On en parlera plus tard, c'est un peu frustrant, je pense que c'est quelque chose qui n'aura plus lieu d'être par la suite. Ok, merci, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long sur les explications, on va voir un peu de code, je ne sais pas quelle heure il est. Bon, à la base je voulais live coder, mais on va passer direct là-dessus. Donc, le projet est assez simple. Voilà à quoi ressemble notre use case. Donc, l'use case, comme je vous l'ai dit, notre app, c'est filtrer une liste d'images qui viennent de l'API Hubble. Et donc, pour ce faire, pour ne pas dépendre du détail d'implémentation, j'ai un picture repository. Et intuitivement, j'ai utilisé l'opérateur combine, qui va me permettre de prendre ma dernière version de la liste et la dernière version de ce qu'a saisi l'utilisateur pour pouvoir lui afficher sa version filtrée des pictures. Donc c'est exactement ce que je fais combine. D'un côté, j'ai mon fetch picture qui est un flow de liste double picture, et j'ai mon filter qui est le flow de string qui représente l'entrée utilisateur. Donc, on pouvait se poser la question comment je passe donc d'une API qui est orientée coroutine. Donc il y a des conversions asFlow. Donc asFlow, il va prendre une lambda suspend et il va le transformer en flow. Pourquoi une lambda? Parce que vu que le flow c'est une recette et qu'il faut que je puisse le réexécuter, mais il faut tout simplement que je lui passe le code à exécuter. Donc je prends la référence vers la méthode de mon repo, je la transforme en flow, ce qui me permet de rajouter des opérateurs utiles comme du logging, comme du retry automatique. Donc c'est, je trouve, plus ergonomique peut-être que sur les coroutines. Donc j'ai mon flow, je les combine, j'appelle mon filter picture, ce qui est relativement simple, et du coup, j'obtiens ce qui m'intéresse. Donc, côté ViewModel, dans cette approche-là, il est assez simple, il est assez réduit. Pour le filter, je prends une commutable live data. C'est une sorte de subject dans lequel je vais pouvoir écrire. J'initialise avec une chaîne vide. J'appelle mon use case. Je convertis le filter en flow et vice-versa, j'ai des primitives de conversion. Puis jeter un coup d'œil. Bon, c'est rien de très compliqué, mais voilà, il faut rentrer dedans. Donc l'idée, c'est que mon flow, je vais le consommer, le collecter uniquement lorsque mon ViewModel sera actif. Autrement dit, lorsque cette live data sera active en fait. Donc l'idée, c'est que ma mutable live data, lorsqu'elle sera active, elle va lancer une coroutine en fond qui va collecter le flow et qui va l'écrire dans ma valeur. Et lorsque plus personne s'intéressera à ce que fait cette live data, j'arrêterai de collecter le flow. Et vice versa, ce qui me permet de gérer le passage de l'écran en background et en foreground. Voilà, le passage dans l'autre sens, il n'est pas très compliqué. Data, un petit peu de tambouille. Le code 14, il est assez simple. Donc là, ce qui a été fait pour la démo, c'est qu'on va prendre 15 pages en parallèle, on va appeler notre client REST, et c'est comme ça qu'on va obtenir notre source de données pour la démo. Hop. Donc, le code client, c'est du 14, le plus basique au monde. On construit une URL, on la chope, ça nous fait une fonction suspend, on la parse avec Kotlin Serialization. Alors, je vais vous parler de la partie plus SwiftUI. Alors, j'ai pas mal joué avec Jetpack Compose, c'est quand même super alpha. On arrive à faire des choses, ça n'a pas le niveau de polish de Swift, donc je préfère vous montrer d'abord la version Swift, je vous montrerai rapidement après la version Compose. Donc, côté SwiftUI, vous voyez sur le côté, on a des previews qui vont nous permettre de previewer notre application dans différents états. Est-ce que la police est assez grosse sur Xcode? C'est moins pratique. Donc, je vais créer une vue, et dans cette vue, je vais lui passer en constructeur, vu que c'est une struct, mon ViewModel. Et il y a un binding qui fait que toutes les live data de son ViewModel vont être observées si en SwiftUI, je mets la notation native
@observedObject. Ça veut dire que chaque fois que l'état de mon ViewModel change, je reconstruis mon arbre de vue. Je prends mes variables d'état, j'en ai deux, les pictures affichées, le loading, et à partir de là, je crée un sous-composant, ListPictureViewContent, qui lui contient vraiment l'arbre de la vue. Alors pourquoi j'ai fait ce découpage-là, avec d'un côté le ViewModel et ensuite le reste de la vue? Ça me permet que le couplage, finalement, avec mon ViewModel, avec quelque chose qui a vraiment du comportement, il se fait ici. Et après, tout le reste, c'est des composants bêtes et méchants qui affichent leur data qui est passée en constructeur. Et donc, j'ai mon ListPictureViewContent. Tant que je lui passe des pictures, éventuellement un indicateur loading, et je lui fournis une source de vérité pour le filter, c'est ce que permet de faire le readbinding, et bien je vais construire cet arbre de vue. Ça me permet donc de le previewer en utilisant ce composant-là, en passant quelque chose qui n'a rien à voir avec le ViewModel. Et donc je vais pouvoir previewer ma vue avec des données de mock, sans même avoir à moquer n'importe quoi côté ViewModel. Petite cerise sur le gâteau, les previews côté SwiftUI sont interactives. Hop. Si ça veut bien, hop. Et donc là, dans cette preview-là, j'ai seté l'état loading, donc je vais voir à quoi ressemble mon écran dans cet état loading. C'est pas toujours pratique, on peut le faire côté mobile, mais on peut le faire en live, mais si notre serveur répond trop vite, finalement, on ne voit pas trop le graphisme. Donc là, je fige dans cet état-là et j'ai mon preview. Et ça, en termes d'expérience de développement, on unifie le code et le design. Et je suis vraiment enthousiaste sur les possibilités que ça pourra offrir à l'avenir. Donc, côté Jetpack Compose, ça ressemble à la même chose. Grosso modo, c'est quand même moins bien intégré, surtout avec le système de fragments et avec le système de navigation. Si on regarde tous les exemples de Jetpack Compose fournis par Google, on utilise des bonnes vieilles activités pour faire notre view. Une raison est que la vue Jetpack Compose de base ne mémorise pas son état quand on détruit et quand on recrée la vue. Du coup, j'avais un bug assez bête, c'est j'allais dans ma liste, je browsais, je scrollais vers le bas, je cliquais, je créais un fragment, je revenais en arrière, et ma vue rescrollait en haut. Elle revenait parce que dans mon ViewModel, la live data avait mémorisé l'état, mais des états de la vue qui sont en fait déjà mémorisés, c'est des données auxquelles on ne fait pas gaffe, ce genre de choses-là ne sont pas intégrées. Côté navigation, qu'est-ce qui va se passer? C'est une bonne question. Il y a eu un investissement dans les dernières versions d'Android Studio pour faire de la navigation par graphe, par XML. Si on regarde par contre ce qui est fait côté SwiftUI, c'est toute la navigation est faite dans le code. Finalement, la navigation, c'est juste des vues qu'on va intégrer dans la hiérarchie de vues. Donc, est-ce que Google va s'inspirer de SwiftUI et donc revoir la navigation et dire finalement la navigation par graphe, je ne sais pas trop, ou est-ce que ça va être complètement indépendant? Ça, l'avenir nous le dira. En conclusion, Good, le bon, pour moi, c'est vraiment des technologies qui sont très prometteuses. Ça va être vraiment utile à l'avenir. On écrit moins de code avec ça. Le code est plus déclaratif, on y gagne. Je trouve globalement, dans ces décennies, on a mixé l'approche fonctionnelle, du déclaratif, mais sans être puriste, sans rentrer dans les monades, et on est pragmatique. Le moins bon, donc Compose, c'est vraiment en early alpha, on ne peut pas vraiment faire d'app avec, il n'y a pas de documentation pour t'aimer, on n'a pas trop d'infos, les API cassent, il manque des composants, donc c'est intéressant, ça y est, les bases y sont, mais il faut que ça mûrisse. Un projet Kotlin multiplateforme, ensuite, il y a quand même pas mal de boilerplate. Il faut jongler entre différentes IDE, je termine Xcode, Android Studio, éventuellement IntelliJ pour la partie commune. Le projet Gradle, même si ça s'est bien simplifié, il y a du boilerplate. Et honnêtement, si vous devez faire un POC multiplateforme, je ne recommanderais pas forcément Kotlin multiplateforme. Il y a d'autres technos, Flutter, React Native, pour aller vite. Elles sont complémentaires. Kotlin multiplateforme, je trouve que c'est vraiment intéressant quand vous avez une équipe, côté iOS, côté Android. Alors une équipe, ça peut tout simplement dire une seule personne, qui connaît bien sa plateforme, qui est ouvert sur Kotlin. Et vous allez partager du code. Et vous savez que derrière, vous avez quelqu'un qui va être capable d'exploiter les spécificités de la plateforme. Et là, c'est vraiment génial, ça apporte vraiment quelque chose.
Enfin, j'en ai parlé, on est obligé d'utiliser des live data en plus des flows. Ça peut sembler redondant puisqu'on a des opérateurs, map, filter et compagnie, donc c'est un peu bizarre d'avoir deux classes qui font pas exactement la même chose, mais en même temps, on ne peut pas réellement se passer de là. Donc, Roman Izarov a proposé dans une merge request un data flow, et je l'espère, ça peut remplacer la notion de live data, puisque le data flow aura une valeur. Et donc du coup, on aura une API unifiée pour manipuler des choses réactives, qu'elles soient froides ou qu'elles soient chaudes. TheGli, un petit rôle, vous en avez déjà bien parlé, le modèle mémoire de multithreading en Kotlin native, le fait voilà, que ça frise toute la grappe d'objets, on se prend les pieds dans le tapis, et honnêtement, si j'ai vraiment une seule inquiétude dans le langage, sur le fait que ça ne puisse pas marcher, Kotlin native, c'est peut-être à cause de ça en fait. Parce que l'expérience, vous l'avez très bien décrite, on écrit du code Android, on est à l'aise en Kotlin, et puis on lance, erreur de runtime, aucune info à la compile. Et donc je pense que ça peut en dérouter plus d'un, puisque finalement ce qu'on apprend c'est un autre environnement, un autre langage, d'autres pratiques. Si on le sait dès le début, on s'y fait, on s'y adapte. Personnellement, j'ai eu une approche assez extrême sur ce projet-là, sur des projets simples. J'ai un singleton, pour mon conteneur, en attendant qu'il y ait comme multiplateforme, et j'ai thread local dessus. Et ma règle de dire, c'est que finalement, mon code métier, c'est de la logique métier, c'est de la combinaison de data, et je le fais un peu à la sauce Node ou comme le fait un navigateur. Tout ce qui va venir modifier de l'état, toutes mes callbacks, tout ce qui est fait est ramené sur le main thread en fait. Et comme finalement je fais assez peu de calcul intensif, c'est juste de la combinaison de l'application de règles métier, pour ce genre d'application, c'est pas un souci. Demain, si on fait des applications plus poussées, avec je télécharge, je fais des transformations d'images en fond dans un thread, pour moi, c'est pas encore assez mûr pour faire ce genre de choses-là. Utiliser du code métier, oui, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Et enfin, vous avez parlé tout à l'heure de l'alignement des planètes. Pour moi, la gestion des dépendances binaires de Kotlin natif, c'est vraiment un point noir. Et je pense qu'on devrait s'inspirer du petit crabe Ferris de Russ et avoir des dépendances en source, pour la plupart des projets qui sont open source, qu'on téléchargerait sur notre poste et qui seraient compilés avec notre version actuelle du compilateur Kotlin native. Parce que ce qui se passe, c'est dans le projet, je mets des librairies au compte-gouttes, parce que si jamais la librairie elle n'est pas maintenue et qu'ils ne la mettent pas à jour pour la dernière version du compilateur, je ne pourrai pas compiler mon projet ou je serai obligé d'attendre qu'il le fasse pour pouvoir le faire. Donc je mets vraiment que les dépendances essentielles et donc moins de librairies sur des petites choses. Alors qu'avec de la source, on n'aura pas ce souci-là. Enfin, TheGli, j'adore Kotlin natif, ça me permet de faire du Kotlin sur iOS et ça rocks. Si vous avez des questions, je vous remercie. Comme c'est suivi, tu as montré une notation publique. Observed object, ouais. Côté compose, il y a le add model qui existe aussi. Alors, par contre, tu utilises la live data, ça fait que tu as automatiquement le pattern observable dessus. Tu n'as pas besoin de rajouter cette notation. Alors, il y a un peu, on va dire, du hack pour le dire gentiment. Alors, côté SwiftUI, l'équivalent c'est plus observe. Donc, on va prendre une live data, donc il y a un système d'effets qui apparemment va être refondu, il n'y aura plus besoin du plus. Et donc, c'est là où il y a une live data, et c'est là où il y a une convention pour que ma vue soit invalidée. En fait, c'est pas du code officiel, mais on le trouve très rapidement. Donc c'est là où on mémorise la live data, la dernière valeur de la live data, et on enregistre la validation de la vue. Ça c'est fait. Comme ça côté compose. Côté Jetpack Compose, du coup. Ouais, cet effet, on le trouve. Il suffit de regarder live data, Jetpack Compose, il y a Stack Overflow, et ça fait bien le job pour le moment, en attendant que ça soit officiel. Et donc, la notion de live data, elle est essentielle pour avoir un point value en fait. Sinon, dans un flow, je ne peux pas consulter le dernier état courant, puisque c'est juste une recette pour produire des valeurs.
côté SwiftUI, donc pendant la présentation de ce talk et de cette application, j'ai eu plusieurs itérations pour essayer de voir comment est-ce que j'allais faire attendre à SwiftUI que cet objet ViewModel qui était en Kotlin pouvait être observable et pouvait faire invalider la vue. Donc j'avais une première approche où j'avais un objet observer à côté et je lui passais de live data et c'était lui sur lequel je mettais la notation. Puisqu'en fait il y a une contrainte pour mettre @observeObject, il faut que le ViewModel il faut que mon ViewModel implémente une interface Apple. Donc un protocole, pardon, le protocole ObservableObject pour le faire parler avec SwiftUI. Et donc j'ai eu un souci puisque mon ViewModel, il est écrit en Kotlin multiplateforme. Tout ce qui est Combine, tout ce qui est SwiftUI, on ne connaît pas. Et faire de l'héritage en Expect actuel, c'est pas non plus possible. Donc la moins pire des solutions que j'ai trouvées pour le moment, mais je pense que ce sera sujet à évolution, c'est donc dans mon base ViewModel, j'ai un truc, vous avez le droit de dire que c'est affreux, j'ai trouvé ça affreux. Comme en Swift, je peux faire des extensions et venir a posteriori implémenter un protocole. Donc ça, c'est assez génial, puisque je n'ai pas besoin que mon base ViewModel implémente le protocole ObservableObject a priori. Je peux le faire a posteriori dans mon code Swift. Ça, c'est génial. Sauf que pour pouvoir le mener à bien, ben là, j'ai besoin d'un état. Et donc, pour le moment, ce que j'ai trouvé, c'est de laisser ce petit champ mutable pour pouvoir, dans mon extension Swift, stocker l'état dans lequel voilà, je vais enregistrer mon observer, mon publisher combine. Et c'est comme ça que je fais ce binding-là. C'est assez moche, mais l'avantage, c'est que maintenant, pour tous mes ViewModels, j'ai juste à mettre mon ViewModel et une annotation, et il sera automatiquement rafraîchi. La convention aussi, c'est que le ViewModel doit donner la liste des live data qui la composent. Et comme ça, c'est tout le ViewModel qui est rafraîchi. Donc, c'est une approche, j'ai pas mal itéré pour trouver celle qui me convient le mieux. Pour moi, j'ai envie de dire c'est la moins pire. Mais si vous avez mieux, je suis preneur. Et je pense que dans 6 mois... Ça suffit d'avoir un store, stockerait le view state, et ensuite côté UI, donc soit compose ou suffit, on met les annotations dessus. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Il suffit d'une manière ou d'une autre que le ViewState ou le store, peu importe qu'on l'appelle, implémente sur ObservableObject. C'est assez flexible jusqu'à vos extensions, on peut venir l'implémenter a posteriori, et là le tour est joué. Donc il suffit que je l'observe et que je puisse accéder à l'état courant, et le tour est joué, je suis intégré avec SwiftUI. Ah, je réfléchis. Quel est le nom de mon outil guide préféré? Non, ça c'est hors sujet, vous n'avez pas le droit d'y répondre, vous avez juste le droit de le penser très fort. Je sais pas, voilà, citez-moi une autre plateforme qu'on peut citer avec Kotlin natif pour faire original. Ah, j'avais dit avec Kotlin native. Bon allez, quel autre langage on peut cibler avec Kotlin multiplateforme? Merci beaucoup.